Merci d'avoir répondu à notre invitation pour assister avec nous à cette conférence qui s'intitule donc l'exception marocaine et les perspectives de développement. Alors nous allons aujourd'hui, pour ne pas trop tarder, parler un peu de cette exception marocaine avec nos chers invités, galanterie aux femmes. Je commencerai par Fouzia Talhawi, politicienne, spécialiste des droits de l'homme et ex-sénatrice, une militante du terrain qui a vécu avec le Maroc cette période puisqu'elle était présente en 2011, que ce soit pour le référendum ou pour le suivi donc, des élections de 2011 en compagnie de notre cher ami Fouad. Et bien évidemment, quelqu'un que je ne présente plus, puisque depuis quelque temps, on le voit souvent sur les médias et sur les masses médias marocains, notre ami Jean-Claude Martinez, auteur de ce livre qu'il a dédicacé pour quelques-uns parmi vous aujourd'hui et qui fait débat aujourd'hui, le roi stabilisateur. Je voudrais tout d'abord, avant de donner la parole à nos invités, de demander à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de nous dire un petit mot concernant cette exception marocaine et comment cette exception marocaine est vécue ici à Bruxelles, au cœur de Bruxelles, au cœur de cette capitale de l'Union européenne et de l'Europe. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je suis très heureux que Claude Martinez soit là parce qu'il a été dans une vie antérieure directeur des études de l'École nationale d'administration, l'ENA. Et je suis un pur produit de l'ENA, donc je suis vraiment très heureux, très honoré qu'il soit là. Il a été aussi chapeauté l'option diplomatique, je suis issu de cette option diplomatique, donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur de l'avoir ici, et tout le monde connaît au Maroc, bien sûr, Jean-Claude Martinez, son parcours politique, les idées qu'il défend, et je suis très heureux que ce soit aujourd'hui un Européen qui vous présente le Maroc. Après la disparition de Sa Majesté Hassan II, l'avènement du roi Mohamed VI, on a assisté à une sorte d'accélération de ce processus de réforme. Et ce n'était pas facile, parce qu'on ne change pas un pays d'un coup de baguette magique. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté, une vision, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une ambition, c'est celle du Maroc. Et cette ambition s'est déclinée en vision, et cette vision elle-même s'est déclinée en stratégie, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan du développement humain. Et je le dis souvent, le Maroc sait où il en est aujourd'hui, et il sait où il veut être demain. Et je voudrais que vous nous parliez de ce rôle de stabilisateur. Comment vous voyez ce rôle qu'a eu le Maroc, pour stabiliser non pas l'Afrique, non pas le bassin, mais également l'Europe? Oui, merci Monsieur l'Ambassadeur, ça me rajeunit. J'ai l'impression de me retrouver à l'École nationale d'administration, la section diplomatique. Moi j'ai eu la chance, si je veux dire, d'arriver au Maroc à un moment extraordinaire qui était la Marche verte, et qui était un moment à la fois mystique et historique. C'était la grande marche Mao Tse-tung, parce que personne ne mesure ce que ça a été le coup de poker politique et le culot politique de la Marche verte. C'est gigantesque. Et j'étais là aussi, j'étais même un des tout premiers à voir arriver le processus, quand Sa Majesté Hassan II posait sa candidature à l'Union européenne, ce qui était extrêmement audacieux. La suite a montré qu'on aurait mieux fait d'y répondre positivement. Moi, je me souviens, vraiment dès le départ, il y avait ce dossier, comment le traiter. On avait envisagé un grand colloque pour préparer les esprits, enfin, etc. Mais c'était tellement grand, tellement 20-30 ans à l'avance qu'on a perdu du temps. On a perdu ces 30 ans. Aujourd'hui, la question se pose moins parce que c'est pratiquement réalisé. Tout à l'heure, Monsieur l'Ambassadeur le disait, le partenariat privilégié, le statut avancé. Bon, voilà, c'est le 29e membre. Moustapha, tu m'as invité avec deux casques. Il y a le casque de politicienne, mais il y a aussi le casque d'académicienne, parce que le fait que je découvre un amour plus grand pour le Maroc, c'est aussi au fait qu'on a un centre de recherche, un centre pour les études marocaines et méditerranéennes à l'université d'Anvers, et ça fait 10 ans qu'on va au Maroc
pour enseigner, faire de la recherche. On est jumelé avec l'université Mohamed Ier d'Oujda et on a aussi une convention avec l'université à Tanger, Abdelmalek Saadi. Alors ça fait que je fais quand même 3, 4, 5 fois par an au Maroc et je traverse un petit peu le Maroc. Et c'est vrai, Mustapha, j'ai eu l'honneur, monsieur l'ambassadeur est ici, d'être observatrice 2 fois. D'abord pour ce référendum du 1er juillet 2011. Je me rappelle que monsieur l'ambassadeur nous a donné un briefing là-dessus. Et ce référendum, c'est très très unique dans le monde arabe. C'est très très spécial pour le Maroc parce que pour une fois, par référendum, le peuple marocain va exprimer sa voix d'après la nouvelle constitution du Maroc. Et avant d'aller au Maroc, évidemment que j'ai lu le projet Constitution et je dois dire que j'étais vraiment étonnée parce que je suis droite-l'hommiste, mais aussi après 12-13 ans au Parlement, je suis devenue aussi une constitutionnaliste parce que j'ai suivi beaucoup la commission de la Constitution. La réforme de la Constitution est très populaire en Belgique. On a voté la 6e réforme de l'État il y a une année. Et cette Constitution, c'est une Constitution vraiment très moderne. Tout le discours des médias, des partis politiques, ces jours-là au Maroc, s'agit et parle d'une révision et d'une vision pour faire promouvoir le processus de la régionalisation en dehors de la question de conflits artificiels sur les provinces du sud du Maroc. Parce que la régionalisation, comme il était établi à la Constitution marocaine et la loi 92, règle pas mal de choses, spécifie les compétences des régions au Maroc et donne des possibilités de gérer de la chose publique locale par des élites locaux. Nous avons notre propre modèle. Il n'y a pas de modèle à transposer d'un pays à un autre, bien sûr. Ce qu'il y a de commun, ce sont probablement des valeurs que nous portons et qu'un projet de société porte. Et ensuite, bien sûr, on adapte notre démarche à nos réalités. Et nos réalités, elles sont là. Nous avons une monarchie, nous avons bien sûr accepté dans le cadre de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité d'opérer ce transfert de compétences de l'État vers les régions, notamment pour ce qui concerne les questions de développement, et c'est fondamental. C'est-à-dire que chaque région, en fonction bien sûr de ses spécificités, qu'elles soient humaines, culturelles, politiques, économiques, sociales, devra prendre en charge bien sûr son avenir et son développement. Alors ma question, ce qui m'intéresse ici, c'est à un moment donné, vous parlez dans votre livre de ce qui en dit long sur l'ampleur de la stabilisation sociale ainsi assurée. Comme quoi, effectivement, et moi ce qui m'intéresse, c'est que nous, qui font partie de la diaspora marocaine, puisque effectivement, je suis aussi marocain autant que belge, et que, voilà, la question est de savoir que vous dites que la stabilité sociale de ce pays est faite aussi grâce à ces diasporas qui sont de 5 millions à travers le monde et qui régulièrement envoient des sommes parfois très importantes au Maroc, qui permet effectivement, qui est comparé à 7% du produit intérieur brut, si j'ai bien compris ce que vous dites comme chiffre. Mais je me dis que, est-ce que ces chiffres continuent parce qu'elles permettent la stabilité, mais qu'est-ce que ça va être si demain on n'envoie pas d'argent au Maroc? Est-ce qu'entre-temps le Maroc a créé ou a compensé effectivement ces flux qui demain ne vont peut-être pas arriver au Maroc et qui vont peut-être créer une instabilité sociale? Parce que le roi, il peut être de bonne volonté autant qu'il veut, il peut effectivement, et il est de bonne volonté, ça j'en suis convaincu, il y a personne qui en dédoute un instant, mais pour pouvoir donner une éducation à son peuple, lui donner à manger, à boire et du travail, et lui créer des infrastructures, il faut des moyens financiers. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est de construire notre Méditerranée. Il faut construire notre Méditerranée, notamment pour ce problème économique dont vous parlez. Il faut que nous le traitions globalement, ce problème économique. Et il est déjà en train de se faire via Western Union, via les banques marocaines, les transferts se font. Mais nous devons intégrer, et je dirais même, je vais presque parler de Sa Majesté l'Assemblée, nous devons intégrer même politiquement la Méditerranée. Dans un deuxième temps que je ne connaîtrai pas, mais qui sera la fin du XXe siècle, le défi sera de bâtir le monde. Voilà. Donc le problème n'est pas de bâtir la régionalisation, avancer, reculer ou je ne sais pas quoi.
Le problème maintenant, c'est d'intégrer la Méditerranée. Les problèmes de... Vous avez 1000 fois raison, Charlie, Lampedusa, les tensions religieuses, les tensions migratoires. Si on n'a pas l'intelligence, calmement, politiquement, volontairement, et là, ça va, c'est le roi du Maroc, et le Maroc a un rôle capital à jouer dans cette intégration en Méditerranée. C'est pas la régionalisation, c'est pas la déconcentration, la décentralisation, je sais pas quoi encore, qui va faire le miracle. Donc, ne nous trompons pas de combat. La régionalisation se fera tranquillement au rythme marocain, faites confiance aux Marocains, ça se fera à la marocaine, ça se fera tranquille, et on avancera au rythme où il faut avancer, et ça se fera. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, le grand défi, moi je suis pressé compte tenu de mon âge, et compte tenu des événements, hein, je le dis en souriant, parce que les choses dramatiques doivent se dire de façon sérieuse, nous sommes sur une mauvaise pente. La France est une mauvaise pente, et l'Union européenne est sur une mauvaise pente. Et la Méditerranée, je ne vais pas vous faire un dessin, la Syrie, voilà, elle est sur une mauvaise pente. Nous devons tous réagir, nous devons avoir un objectif bien clair, et le Maroc est en première ligne, il a le génie, il a les moyens, il a le temps, il a la stabilité, il a quelqu'un qui a été formé pour ça, qui a reçu de l'éducation pour ça, l'éducation pour être un homme d'État. Le Maroc est le rôle clé, la clé de voûte de cette intégration en Méditerranée. Voilà le grand défi.